Drôle d'élection que ces Européennes où la France, coutumière d'un laxisme budgétaire a priori incontrôlable, semble dire à l'Europe « c'est notre bilan, c'est notre déficit excessif, mais c'est, entre guillemets, votre problème ». En cette veille de scrutin, difficile d'imaginer que ce soit sans conséquence sur le choix d'un électeur français qui, comme tout citoyen d'un des États membres de l'UE 27, risque de faire de l'eurodéputé sortant, que ce dernier ait ou pas le sentiment du devoir accompli, le bouc émissaire d'un bilan gouvernemental national jugé décevant. La faute du bilan donc, mais quel bilan? Un bilan de nature strictement européenne? Impossible, car à la manœuvre des travaux des instances européennes, il y a toujours des énergies nationales pour former des propositions et les trancher par des votes unanimes ou majoritaires. Ainsi, sur le site de l'Élysée, peut-on lire « Bilan de l'action européenne du président de la République française ». Pas toujours facile pour les lecteurs de bien décrypter les responsabilités. Les Français, moins bien disposés face à l'Europe que la moyenne des Européens, affichant un moindre sentiment d'appartenance, une plus faible confiance dans l'Europe et, à égalité, confiance et défiance dans le Parlement européen. Enfin, s'ils se disent majoritairement pessimistes quant à l'avenir de l'Europe, c'est qu'ils la voient au fil de réformes globales, ne générant pas ou pas assez vite des effets individuels positifs. Leur mécontentement est surpondéré dans une asymétrie du blâme. Ainsi, les Français sont plus nombreux que la moyenne des Européens à se dire pas satisfaits de la gestion des crises par l'Union européenne et en majorité pas intéressés par les élections européennes, ce qui participe encore à nationaliser le scrutin. D'où la question décisive. Est-on mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Pour les Français, c'est souvent non. Mais est-ce fondé? Benchmark, performance comparée, France-Union des 27, tourne rarement à l'avantage de la France. En cause, son laxisme budgétaire. Début du mandat du Parlement européen, la France était déjà en dehors des clous. À l'exception du déficit public à 2,4% du PIB, la dette publique frôlait déjà les 100%. La pression fiscale établissait un des records dans l'Union. Et les dépenses publiques d'approcher en 2020 les 62% du PIB, quoi qu'il en coûte et Covid oblige. La convergence de l'inflation et aussi des taux de croissance n'évitaient pas un taux de chômage bien supérieur à la moyenne européenne. Arrivé en fin de mandat, de trop timide s'amélioration en France, une croissance 2023 un peu meilleure que la moyenne européenne. Des boucliers ont contenu l'inflation sous les niveaux de l'Union avant de converger. Un taux de chômage en baisse, mais toujours supérieur au chômage européen. La soutenabilité de la dette interroge. La pression fiscale accrue contraint les arbitrages et ramenée à 57,3% du PIB, la dépense publique reste toujours supérieure à la moyenne de l'Union. Certes, il existe des dispositifs européens contraignants, tels que le pacte de stabilité et de croissance, pensé comme une arme de dissuasion massive. Mais jusqu'où est-il crédible? Peut-il obliger le politique à endosser la responsabilité de ces arbitrages? Fixant des limites visant la maîtrise des budgets, envisageant la sanction d'une procédure de déficit excessif, procédure qui a été suspendue de 2020 à 2024 et désormais révisée pour des règles conditionnelles d'ajustement plus flexibles. Crédible cette procédure de 2009 à 2018 contre la France pour peu d'efforts budgétaires et aucune sanction? C'est la France too big to fail, mur porteur de la construction européenne. Qu'elle trébuche et l'édifice s'écroule. Une menace qui a jusqu'ici suffi à faire oublier ces écarts. Mais jusqu'à quand? Pour parer aux menaces, l'Europe a besoin d'une France au bilan crédible. Victor Hugo vantait naguère ce que Paris conseille, l'Europe le médite. Il conviendrait désormais que la France médite ce que l'Europe conseille.